Il était sur le point d'être emprisonné, puis a dit « Demandez au juge ce qu'il a fait en 1994 ». Les lourdes portes en chêne du palais de justice s'ouvrirent en grinçant, tandis que Damon Wells était conduit à l'intérieur, les poignets entravés, l'acier froid mordant une peau qui avait depuis longtemps cessé de broncher. Ses pas étaient mesurés, mais pas par peur. Quelque chose de bien plus dangereux le traversait, le calcul. Ce n'était pas la première fois qu'on le conduisait par ses portes comme une démonstration de culpabilité, un rappel public de la façon dont la société encadre les coupables avant même qu'ils ne parlent. Mais cette fois, c'était différent. L'atmosphère du palais de justice n'était pas seulement chargée de jugement, elle était électrifiée de secrets. Des secrets qui n'appartenaient pas au monde de Damon, mais qui, d'une manière ou d'une autre, lui étaient revenus. Il avança dans l'allée, flanqué d'adjoints armés, sans un regard pour la foule qui s'était rassemblée comme des vautours, voulant mourir lentement. Les limiers de la presse perchés derrière les barricades claquaient leurs volets avec frénésie, espérant capturer la culpabilité dans la ligne serrée de sa mâchoire ou le silence de son regard. Des inconnus se penchaient en avant, les yeux écarquillés et assoiffés, attendant un spectacle, une confession, une crise. Mais le regard de Damon les ignorait tous. Son regard était fixé, froid et fixe, sur un seul homme, celui qui siégeait, élevé sous le sceau de la justice, vêtu d'une robe aussi noire que la vérité qu'il avait enfouie. Le juge Ronald C. Hayward, autrefois un lion dans la salle d'audience, aujourd'hui un symbole fossilisé de la loi et de l'ordre pour le public, mais pour Damon, quelque chose de complètement différent, un fantôme d'un passé enfoui. Le juge Hayward ne broncha pas. Son expression restait dure comme du marbre, insensible à l'attention, au poids de l'affaire, au regard inflexible de Damon. C'était ainsi qu'il apparaissait toujours sur les photos, posé, suffisant, impénétrable. Mais Damon avait étudié ce visage pendant des semaines. Il ne cherchait pas de faille. Il attendait de voir si l'homme se souvenait, s'il savait ce qui allait arriver. La salle, pleine à craquer, bourdonnait de murmures. Pas assez fort pour perturber, mais juste assez pour alimenter l'attention. Le genre de murmure qui persistait quand tout le monde sentait le sang sans savoir encore à qui il appartenait. Alors que Damon était assis à la table des accusés, son avocat commis d'office se pencha vers lui. Travis Monroe venait tout juste de terminer ses études de droit. Un homme croulant sous les dossiers, dont la silhouette frêle et le costume froissé criait la défaite bien avant qu'il ne parle. Sa voix était tendue, chuchotant à peine. « Damon, dit-il, tu risques 20 ans de prison à perpétuité. Ils ont un clip de surveillance, une correspondance d'empreintes digitales, et le maire lui-même réclame une condamnation. » Damon ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence fut un coup de tonnerre sous le murmure de la salle d'audience. Il savait ce que Monroe ignorait. Cette affaire n'avait jamais été une affaire de vol, jamais une affaire de justice. Il s'agissait de contrôle, de le faire taire avant qu'il ne fasse le lien. Son regard se porta sur la galerie supérieure, où 2 hommes bien habillés étaient assis en costume repassé, les bras croisés comme des sentinelles de pierre. Le sénateur Lucas Graves, un homme politique chevronné, connu pour son influence à huis clos, et le commissaire de police Holt, dont la carrière s'est construite sur la fermeté envers la criminalité, notamment celle des hommes noirs. Aucun des deux n'avait de raison légale d'être présent au procès. Leur nom ne figurait sur aucun rôle, leurs déclarations n'étaient pas consignées au dossier. Pourtant, ils y étaient allés, 3 fois. Pas un seul regard, pas un seul mouvement, juste une présence constante et silencieuse, comme des statues dans une cathédrale, observant la préservation de leur doctrine. Leur présence n'était pas une courtoisie, c'était un avertissement, un rappel. « Damon, tu ne partiras pas d'ici. » Et ils avaient raison sur un point, ils pourraient ne pas partir. Mais cela ne signifiait pas qu'ils ne feraient pas éclater la vérité au grand jour. Il y a 2 semaines, avant le cirque médiatique, les rumeurs et le défilé soudain des représentants du gouvernement, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt municipal. L'histoire initiale était banale,
câblage défectueux, infrastructures obsolètes. Mais ce qui était enfoui sous la fumée et les décombres n'avait rien de banal du tout. Lorsque les employés municipaux ont fouillé les cendres, ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'étaient pas censés trouver. Des boîtes scellées, vierges de toute trace numérique. À l'intérieur de ces boîtes se trouvaient des piles de rapports de police, datés du début des années 90 au milieu des années 2000. Des notes manuscrites, des cassettes d'interrogatoire, des transcriptions scellées de grands jurys et, plus accablant encore, des registres de preuves qui n'avaient jamais été enregistrés dans une base de données juridique. Au plus profond de ces registres se trouvait un nom, Damon Wells. Mais il ne s'agissait pas du cambriolage. Cela datait d'il y a des années. Une affaire fantôme, une enquête jamais refaite. Une enquête où Damon, encore mineur, était cité dans le cadre d'un programme de témoins confidentiels. Pourtant, il n'avait jamais été témoin. Il ignorait même l'existence de cette affaire. Il avait passé la majeure partie de sa jeunesse à jongler entre les refuges, les foyers d'accueil et les centres de détention pour mineurs. Les ennuis le poursuivaient comme une ombre, les incidents s'accumulant sur son dossier comme la poussière sur une étagère inutilisée. Mais il avait toujours pensé que c'était juste un coup de malchance, un mauvais timing. Il n'avait jamais réalisé que quelqu'un tirait les ficelles en coulisses, le mettant au bord du gouffre à maintes reprises, tout en protégeant d'autres, des garçons à la peau plus claire et au nom plus honnête, qui commettaient des actes pires et s'en sortaient libres. Maintenant, on affirmait qu'il avait cambriolé et agressé un sous-traitant fédéral, un homme blanc, la trentaine, impeccable, sous-traitant du ministère des Transports, affirmait que Damon l'avait assommé et avait volé un dossier qu'il transportait. La police prétendait détenir des images de surveillance montrant Damon dans le quartier et que ses empreintes digitales avaient été retrouvées sur la mallette de la victime. Il y avait même un témoin oculaire, quelqu'un qui ne s'était manifesté qu'après avoir vu le visage de Damon aux informations. C'était trop soigné, trop rapide, trop propre. Mais Damon se fichait de laver son nom, pas au sens traditionnel du terme. Le procès ne portait pas sur la culpabilité ou l'innocence. Il s'agissait de quelque chose de bien plus ancien. Une racine pourrie sous le palais de justice de la ville. Il était là pour terminer ce que son frère avait commencé. Il y a 2 semaines, avant l'incendie, avant les cartons, avant que la ville ne se détourne, Damon a reçu un message vocal. Il venait de son frère aîné, Malik Wells, un homme discret et travailleur qui avait fui les rues où Damon s'était noyé. Malik travaillait de nuit aux archives municipales. Il avait accès, le genre d'accès que personne ne remarquait avant qu'il ne soit trop tard. Dans le message vocal, la voix de Malik était tendue, précipitée. « Dès, s'il m'arrive quelque chose, ce n'était pas un accident. Souviens-toi de Hayward. Souviens-toi de 94. C'est là que tout a commencé. » 2 jours plus tard, Malik était retrouvé mort. Ils ont dit que c'était un délit de fuite, un conducteur ivre qui avait paniqué. Il n'y avait pas de caméra, pas de témoin, juste un corps brisé dans le noir et une chaussure tachée de sang retrouvée à 2 pâtés de maison. Damon n'a pas assisté aux funérailles. Il ne pouvait pas. Le temps qu'ils identifient Malik, Damon était déjà recherché. Il savait qu'il valait mieux ne pas croire à cette coïncidence. L'incendie, les cartons, la réouverture du dossier, tout cela indiquait une dissimulation qui s'effritait. Et au centre se trouvait l'homme qui le jugeait maintenant. Le juge Ronald Hayward avait une longue histoire avec la ville. Décoré de plaques et de diplômes honorifiques, il avait présidé des centaines d'affaires très médiatisées. Mais en 1994, il était procureur. Un jeune procureur, féroce. Cette année-là, une affaire discrète avait été enfouie sous une pile d'autres. Une affaire impliquant des interrogatoires de mineurs, des témoignages falsifiés et des preuves mystérieusement disparues. L'un des noms mentionnés dans le rapport initial était celui de Malik Wells. Damon n'avait rien su jusqu'à ce que les boîtes réapparaissent, jusqu'au message vocal de Malik,
jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Maintenant, il était au bord du verdict, enchaîné et dépeint comme un criminel, tandis que des hommes en costume tentaient d'enterrer ce qui restait de vérité. Mais Damon n'était pas là pour gagner le jury. Il n'était pas là pour implorer la clémence du juge. Il était là pour jeter une allumette dans les couloirs de justice gorgés d'essence et voir ce qui brûlait. Les murmures dans la salle d'audience continuaient de bourdonner, mais Damon restait immobile, une tempête silencieuse grondant derrière ses yeux. Le marteau n'était pas encore tombé, le procès n'avait pas encore commencé, mais le jugement avait déjà commencé. Et tous ceux qui l'observaient, du commissaire au sénateur, de la presse au juge, comprendraient bientôt que le garçon qu'il tentait d'effacer était revenu non pour se venger, mais pour être exposé. Parce que la justice dans leur monde n'était jamais aveugle, elle était juste sélective, et Damon en avait assez d'être le bouc émissaire désigné. La voix du procureur était douce et lente, posée dans sa cadence, celle d'un homme savourant le poids de sa propre certitude. Il arpentait le box des jurés, les mains jointes dans le dos, chaque mot mesurant autant de pas sur un champ de bataille. Mesdames et messieurs les jurés, nous ne sommes pas ici pour débattre de l'héritage, pour nourrir des théories du complot ou pour réécrire l'histoire. Nous sommes ici parce que Damon Wells a attaqué un homme en plein jour, a pris ce qui ne lui appartenait pas et s'est enfui. La salle resta immobile, lourde d'impatience. Les jurés fixaient le vide, immobiles, leurs yeux fixés non pas sur l'accusé, mais sur le sol, sur les murs, sur le bord poli du banc devant eux. Ils ne regardaient jamais Damon, pas directement, pas une seule fois, comme si reconnaître son regard les obligeait à voir au-delà des lignes qu'on leur imposait, les forçait à assister à quelque chose de bien plus complexe qu'un homme en procès. Devant le palais de justice, la ville vibrait d'agitation. Le fracas des pancartes, le bourdonnement sourd des hélicoptères qui tournoyaient au-dessus de nos têtes et les chants rythmés des manifestants soulignaient la tension grandissante comme un second battement de cœur. Les groupes de défense des droits civiques s'étaient mobilisés avec rapidité et fureur. Les hashtags ont illuminé tous les réseaux sociaux, exigeant des comptes, exigeant des réponses, exigeant la vérité. Le visage de Damon était partout, sur les fresques murales, sur les banderoles, projetées sur les façades des bâtiments telle une icône, à la fois condamnée et sanctifiée. Mais à l'intérieur, sous les piliers de marbre et les appliques en laiton tamisé, l'air était différent, plus dense, plus serré, et Damon, assis comme une pierre en son centre, immobile, tandis que l'accusation déroulait son récit morceau par morceau. Une empreinte digitale, un visage abîmé, une coupure sur la tempe de la victime, des images de surveillance récupérées dans une station-service de l'autre côté de la rue, un angle idéal, une silhouette pixelisée, une image fixe agrandie et figée dans le temps, un sweat à capuche sombre, l'éclair d'un visage, un instant unique transformé en une histoire. Travis Monroe gardait la tête baissée, griffonnant sur un bloc-notes jaune, même si ses mains tremblaient à chaque mot prononcé par le procureur. Il avait murmuré à Damon avant les plaidoiries, la voix sèche de peur. « On ne pique pas un nid comme ça, sans aile », avait-il prévenu. Damon s'était contenté d'acquiescer. Le maire avait publié une déclaration 2 jours auparavant, soigneusement rédigée et polie pour briller sous les projecteurs. « Justice sera rendue », avait-il dit. Pas « nous chercherons la vérité », pas « nous découvrirons ce qui s'est passé », juste « servi », comme un plat déjà servi et en attente. Damon savait ce que cela signifiait. Le verdict avait été rendu bien avant sa mise en accusation. Lorsque le procureur s'assit enfin, une courbe de satisfaction encore perceptible sur ses lèvres, le silence dans la salle d'audience s'épaissit. Travis se leva, mais hésita. Son costume était froissé, ses chaussures éraflées. Il semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Il s'approcha du jury avec une pile de notes, mais sa voix portait à peine. Il a tenté d'argumenter sur les incohérences, l'absence d'une chaîne de possession complète, l'étrangeté des preuves. Il a évoqué la mort de Malik, l'incendie du dépôt, la découverte des boîtes scellées, mais chaque point a été accueilli avec un bruit sourd,
ternie par les objections et les décisions rendues sans suite. Damon le sentait jusqu'au plus profond de lui-même. Les murs se refermaient. Le poids de la pièce s'inclinait vers une conclusion. Il laissa Travis parler 3 minutes de plus avant de repousser sa chaise. Le frottement des pieds sur le sol était plus fort que n'importe quelle voix de la journée. Travis tendit la main, les yeux écarquillés, articulant quelque chose de désespéré. « Assieds-toi. » Lâche prise. Mais Damon se leva. Ses poignets étaient toujours menottés, la chaîne scintillant dans la lumière, mais sa voix claqua comme le tonnerre. « Je veux dire quelque chose. » Le juge baissa les yeux, le visage indéchiffrable. Ses mains se croisèrent sur le banc, mais un doigt tapota lentement, trahissant la tension qui couvait sous la surface. « C'est très irrégulier, monsieur Wells, » murmura-t-il. Damon n'attendit pas la permission. Son regard parcourut la salle, sur les jurés, sur la sténographe qui avait arrêté de taper, sur l'huissier, figé à mi-chemin, et enfin, de nouveau sur le juge. « Vous voulez tous parler de justice, mais personne ne se soucie de son apparence, » dit-il d'une voix égale et tranchante. « Alors je vais vous faciliter la tâche. Demandez au juge, demandez-lui ce qu'il a fait en 1994. » La tension s'est dissipée. Des murmures ont éclaté. Le marteau du juge s'est abattu avec force, mais sa main tremblait légèrement. « Monsieur Wells, asseyez-vous, ou vous serez accusé d'outrage, » a-t-il ordonné. « Allez-y, » répondit Damon, « mais demandez-lui. Demandez au juge Hayward qui a autorisé les descentes de police du district sud. Demandez-lui ce qui est arrivé à Lionel Chase, 14 ans, porté disparu après avoir été interrogé. » Un silence de stupeur s'est abattu sur la salle d'audience, tel un rideau lesté. Un juré s'est penché en avant, le visage entr'ouvert, les yeux écarquillés d'incrédulité. Damon ne fulminait pas. Il récitait. Des noms, des dates, des rapports. Il avait des dossiers. Il avait des reçus. Il avait quelque chose d'inattendu, une preuve. Dans la galerie, une femme laissa tomber son téléphone. Le bruit de son cliquetis sur le sol résonna dans la salle. Le sténographe cligna des yeux, hésitant à continuer à taper. Même l'huissier regarda vers le banc, attendant une instruction qui ne vint pas. Ce soir-là, dans une suite d'hôtels luxueuse et tendue, le commissaire Holt se tenait près de la fenêtre, regardant le palais de justice scintiller sur la télévision. La ville en contrebas vibrait de veines électriques rouges et bleues. Sur l'écran, le reportage était diffusé en boucle. Les mots de Damon résonnèrent dans la suite stérile. Demandez-lui ce qu'il a fait en 94. Demandez-lui des nouvelles de Lionel Chase. Demandez-lui des nouvelles des perquisitions. Derrière lui, le sénateur Graves était assis, un verre à la main et une cigarette dans l'autre. Il resta silencieux un long moment, laissant ses mots planer comme de la fumée. « On ferme » demanda Holt d'une voix rauque. Graves expira lentement, la braise au bout de sa cigarette luisant plus intensément dans l'obscurité. « On l'enterre » dit-il. « On appelle tous les indices. Si ça arrive aux oreilles du gouvernement fédéral, ce n'est pas seulement Hayward qui tombe, c'est nous tous. » Holt se retourna vers la fenêtre. Dehors, les sirènes sifflaient dans la ville. À l'intérieur, Graves se servit un autre verre. La machine était en marche. Et Damon Wells avait mis des bâtons dans les roues. 2 semaines avant le procès, bien avant que son nom ne réapparaisse sur les registres d'audience et les journaux télévisés, Malik Wells avait disparu dans l'ombre de la bureaucratie. Il s'était effacé de la scène publique avec une précision délibérée, abandonnant tout, son appartement, son compte en banque, son nom. Pendant près d'1 an, il vécut tel un fantôme dans les murs du département de l'Intérieur. Employé sous une fausse identité comme concierge de nuit dans un immeuble auquel personne ne prêtait attention. L'annexe de stockage, une structure en béton terne enfouie derrière les bureaux principaux de l'agence, paraissait banale aux yeux d'un profane. Pas d'accès par badge, pas de sécurité armée, juste des couches d'indifférence protégeant des vérités que personne ne voulait voir découvertes. Mais Malik savait ce qui se cachait derrière ces armoires verrouillées,
Il avait 16 ans lorsque l'équipe spéciale est passée dans son quartier. 16 ans lorsqu'il a vu son cousin Jérôme traîner de force sous les menottes, accusé d'un vol de voiture qui n'a jamais eu lieu. 16 ans lorsque son avocat commis d'office lui a conseillé de plaider coupable sous peine de 20 ans de prison pour flânerie avec intention criminelle. Et 16 ans lorsqu'il a appris que le système n'avait pas besoin de vérité, juste de paperasse. Alors maintenant, toutes ces années plus tard, Malik était retourné à la corruption. Non pas par vengeance, ni même par colère, mais parce que la vérité avait été enfouie sous des dossiers et des notes tachées de café, et qu'il était le dernier à se souvenir où. Lorsque l'incendie s'est déclaré cette nuit de novembre, la première réaction du service a été procédurale. Fumée, répartition, extinction. Le bâtiment n'était pas équipé de sprinklers et les flammes se sont propagées rapidement. Le rapport officiel a qualifié l'incendie d'incendie criminel, probablement causé par un ancien employé mécontent ou des jeunes du quartier. Ce n'est qu'une semaine plus tard, lors de l'audit des assurances, qu'ils ont constaté ce qui manquait. Des dizaines de cartons avaient été détruits, mais pas au hasard. Seuls les documents datant de 1993 à 1996 avaient disparu, plus précisément ceux signalés dans une vieille note interne comme « En attente d'examen, Hayward, TF 94 ». Ce nom n'avait pas beaucoup d'écho pour les auditeurs, mais pour ceux qui détenaient le pouvoir, ceux dont la carrière reposait sur le silence de ce groupe de travail, cela avait sonné comme un coup de semonce. Ces documents contenaient les transcriptions brutes d'écoutes téléphoniques, des notes manuscrites d'informateurs confidentiels et les comptes rendus de réunions à huis clos qui n'avaient jamais été rendus publics. Ils détaillaient comment une unité spéciale des poursuites avait lancé une guerre silencieuse contre les jeunes des quartiers défavorisés, sous couvert de nettoyage communautaire. Il n'était jamais question de justice. Il s'agissait de chiffres, condamnations, arrestations, réélections. Ronald Hayward, alors procureur étoile montante, doué pour les discours vertueux et les séances photos, avait orchestré le groupe de travail pour gonfler son taux de victoire. Des preuves avaient été fabriquées, des témoins coachés, des vies entières avaient été réécrites à l'encre et à la bureaucratie. Les affaires internes avaient enquêté, brièvement. Quelques plaintes leur avaient forcé la main, mais plus ils approfondissaient, plus on leur demandait de se retirer. Le maire avait appelé. Le chef de la police était intervenu, et d'un coup, l'enquête avait disparu dans un classeur verrouillé marqué « non concluant ». Hayward était devenu juge en moins de 2 ans. L'inspecteur Holt avait été nommé capitaine. Et Warren Graves, alors conseiller politique junior, avait lancé sa carrière politique sur la promesse de quartiers plus sûrs. Malik avait tout pris, pas pour vendre, pas pour se présenter, mais pour révéler. Il avait passé des mois à numériser les dossiers, scannant le papier jauni d'une main tremblante. Certaines nuits, il dormait avec la clé USB dans sa chaussette. C'était la seule chose qui prouvait qu'il n'avait pas tout imaginé, que les crimes étaient réels, les victimes encore enfouies sous des gros titres qui les qualifiaient de voyous, de marginaux, de dealers. Il avait prévu de le publier en ligne, anonymement. Mais lorsqu'il apprit que son jeune frère Damon, désormais avocat de la défense, s'était vu confier une affaire liée au juge Hayward, il changea de cap. C'était un procès pour meurtre à l'attention nationale, une affaire déjà entachée de préjugés raciaux et de vices de procédure. Damon n'avait pas demandé la vedette, mais il l'avait maintenant. Et Malik savait que le système le dévorerait tout cru si personne ne changeait les règles du jeu. Il glissa donc la clé USB dans une enveloppe scellée, n'écrivit qu'une seule phrase, la vérité a du mordant, et la laissa sous le pare-brise de Damon. À ce moment-là, la salle d'audience vibrait de confusion tandis que le co-avocat de Damon se levait pour déposer une requête en urgence. Il citait de nouveaux éléments de preuve inédits remettant en question l'intégrité éthique des principaux responsables des forces de l'ordre impliqués dans le procès. La clé USB avait été examinée pendant la nuit, authentifiée par un analyste judiciaire. Et ce n'était pas seulement une bombe, c'était un acte d'accusation en attente. Dans un couloir privé, Warren Graves colla un téléphone à son oreille, la mâchoire serrée à se casser une molaire.
La ligne du bureau du procureur sonna une fois, puis la connexion fut établie. Il ne s'embarrassa pas de civilité. Peu lui importait que ce soit légal. Le discréditer, faire fuiter quelque chose, menacer s'il le fallait. Damon Wells ne devait plus parler, ni au tribunal, ni en interview, ni officiellement. Il ne défendait plus seulement un client. Il tenait une grenade active au milieu d'un champ de mines politiques, mais Damon n'en avait pas fini. Il s'assit à la table de la défense, silencieux, tandis que son équipe examinait la suspension d'audience, leurs mains parcourant les nouveaux gestes et les impressions du contenu de la clé USB. Mais Damon était ailleurs. Il fixait Hayward de l'autre côté de la salle, maintenant assis, raide dans sa robe de juge, le visage décoloré. Le cœur de Damon battait fort dans sa poitrine. Non pas par peur, mais par le poids de l'histoire qui s'écroulait sous ses pieds. Il se souvenait de ses 9 ans, assis sur le trottoir tandis que son frère saignait à la tête après avoir été bousculé par un policier qui ne s'était jamais retourné. Il se souvenait d'avoir vu sa mère pleurer dans une serviette en papier après la condamnation de Jérôme. Il se souvenait de la première fois où il avait lu un manuel de droit et réalisé que le système n'était pas en panne. Il fonctionnait exactement comme prévu. Mais maintenant, enfin, quelque chose s'était brisé. La vérité avait éclaté, et ceux qui l'avaient enterrée n'avaient plus d'endroit où se cacher. À la reprise des audiences 3 jours plus tard, le banc du juge était vide. La plaque portant l'inscription « Honorable Ronald Hayward » avait été discrètement retirée avant que la galerie ne soit pleine. Pas d'annonce, pas d'explication, juste une absence, soudaine et définitive. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre dans les couloirs du palais de justice. Certains juraient qu'il avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral, effondré dans sa chambre sous le poids de décennies. D'autres, plus cyniques, murmuraient des actes d'accusation scellés et des agents fédéraux aperçus quittant sa propriété clôturée dans des voitures banalisées. Mais la vérité était plus discrète et bien plus calculée. Le ministère de la Justice était intervenu, non par indignation morale ou par devoir civique, mais parce que le scandale avait franchi le seuil. Les médias étrangers en parlaient désormais. Les organismes de surveillance internationaux l'avaient remarqué. Ce qui avait commencé comme un procès local était devenu un miroir tendu à l'ensemble du système. À la place du juge Hayward se tenait un juge fédéral nommé le juge Elias Moran, en visite d'un autre circuit, inconnu de la magistrature locale et totalement étranger à l'appareil judiciaire de la ville. Son visage n'affichait aucune familiarité lorsqu'il prit place, seulement une expression concentrée. Sa présence imposait un poids différent sur la salle d'audience, non pas plus lourd, mais plus vif. Chaque geste semblait précis, chaque mot mesuré. Le murmure habituel des conversations parallèles s'était dissipé. Même l'accusation semblait perturbée, incertaine des règles d'un jeu qu'elle contrôlait autrefois. Damon se leva à l'appel de son nom, les poignets libérés. Son costume était froissé aux poignets, des cernes sous ses yeux. Le sommeil avait été difficile depuis la suspension de l'audience. Le chagrin non plus. Malik avait disparu, brûlé vif dans le feu qu'il avait allumé pour effacer ce qui ne pouvait être invisible. Damon l'avait rejoué encore et encore. La voix de son frère, le dernier message laissé sur une messagerie vocale qui n'avait jamais été destinée au tribunal. Il était mort non pas pour se venger, mais pour la vérité. Damon fit face au juge, les épaules en arrière, la voix ferme malgré le tremblement qui la frémissait juste en dessous. Il dit qu'il n'était pas destiné à gagner ce procès. Le système n'était pas fait pour que des gens comme lui gagnent. Mais son frère était mort en révélant ce que le système avait enterré, et il n'allait pas laisser ce sacrifice tomber dans l'oubli. Il fouilla dans la poche de son manteau et lui tendit la petite clé USB noire. Pas de mise en scène, pas de plaidoirie, juste le poids silencieux des preuves longtemps niées. Le juge Moran l'accepta sans expression. Puis, sans hésiter, il ordonna l'évacuation de la salle d'audience. Des agents fédéraux s'avancèrent, non pas menottés, mais avec des gants et des sacs de preuves. Des dossiers furent saisis. Des
disques durs, des sauvegardes. Le procès, à toute fin utile, n'était plus entre les mains de la ville. En 48 heures, les gros titres ont changé. Un juge municipal démissionne suite à des allégations de corruption en 1994. Le sénateur Graves impliqué dans la suppression d'un rapport sur les affaires internes. Des accusations fédérales sont en instance contre de hauts responsables de la police. La vieille garde s'effondrait, non pas à cause des protestations ni de l'indignation, mais à cause des documents. À cause de la seule chose qu'ils n'auraient jamais cru que quiconque aurait encore, des preuves. Les accusations contre Damon ont été abandonnées lors d'une audience à huis clos par des voix qui d'habitude se déchaînent comme de la mélasse. Aucune excuse n'a été présentée. Aucune déclaration n'a été lue, juste une discrète correction versée au dossier judiciaire comme si les mois passés en cellule avaient été une erreur administrative. La ville n'a pas applaudi. Il n'y a eu ni rassemblement, ni marche de la victoire. Pas de foule attendant sur les marches du palais de justice avec des ballons et des caméras. À la place, le silence régnait. Lourd, délibéré. Une sorte de silence qui s'installe lorsque les fondations commencent à se fissurer et que personne ne sait s'il faut se préparer ou fuir. Damon sortit seul du tribunal, le pas lent, son manteau serré contre le froid. Il ne fit pas un signe de la main, ne sourit pas. Il ne se sentait pas libre, pas comme on l'imaginait. Il en savait trop maintenant. Il savait quel visage se cachait derrière les estrades, quelles mains effaçaient les noms. Il n'était plus suspect, mais il n'était pas en sécurité. Il se fraya un chemin à travers le groupe de journalistes sans s'arrêter, le regard fixé droit devant lui. Ce n'est que lorsque quelqu'un l'appela qu'il s'arrêta. Une seule fois, les flashs s'allumèrent de nouveau. Les micros furent rapprochés. Il ne leur fit pas de discours, juste un murmure. Demandez au système ce qu'il cache encore, car 94 n'était pas la fin. C'était le début. Puis il disparut dans la foule.